Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toi, Guylaine. Je vais faire ma québécoise et je vais te dire bonjour, comment ça va, puisqu'au Québec, on fait toujours les deux ensemble. Donc comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, Laurine, comment vas-tu? Bah, ça va super bien et je suis super contente que tu m'accordes ce moment parce que en fait, tu seras la première. Je sais pas si je te l'avais dit, mais tu seras la première interviewée. Et en fait, je suis très attachée au symbole. Et vu que c'est toi qui m'as initiée à tout ce qui est préparation mentale, pour moi, c'était logique que ce soit toi qui sois la première. Donc voilà, je suis super contente que ce soit toi et que tu nous parles un petit peu de toi et de tes expériences, de tes cheminements en termes de préparation mentale et plus globalement en termes de connaissance de soi. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques phrases, qui tu es? C'est une grande question philosophique. Effectivement. Merci hein, pour ton invitation, Laurine. Ça me touche beaucoup. Je me sens très honorée d'être la première. Qui je suis, en fait, je... c'est toujours un peu difficile pour moi de me présenter. Mais bon, je vais commencer avec le commencement. Quand j'étais plus jeune, j'étais une athlète, donc j'étais en gymnastique et quand j'ai commencé la gymnastique, en fait, j'étais très confiante, j'avais beaucoup de talent. Et à un certain moment, j'ai eu une première compétition. J'avais très hâte à ma première compétition. Et finalement, ça s'est pas du tout bien passé. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des difficultés, j'ai vraiment fait des chutes, j'ai pas su comment me reprendre, j'ai été surprise. Et au fil du temps, finalement, j'ai pas tout à fait compris ce qui s'était passé lors de la compétition. Puis au fil du temps, je me suis questionnée beaucoup. Mais je trouvais pas. En fait, j'ai beaucoup perdu ma confiance pendant que je faisais de la gymnastique, malgré que j'avais des très bonnes performances à l'entraînement. Et au fil du temps, finalement, j'ai découvert à un certain moment dans ma carrière que c'était mon mental que je devais travailler, donc ma gestion du stress. Et après tout ça, après ma carrière de gymnastique, j'ai décidé d'aider les gens qui avaient des stress, des peurs, de l'anxiété, anxiété de performance. J'étais très perfectionniste aussi. Donc, j'ai voulu aider ces gens-là et je me suis formée en préparation mentale parce qu'à ce moment-là, la préparation mentale, c'était pas très connu. Donc, mon entraîneur savait pas trop quoi faire pour m'aider. Puis, moi, j'avais pas vraiment les outils non plus. Donc, je suis allée les chercher. J'ai étudié en coaching sportif. Donc, je suis devenue entraîneur sportif et ça fait 30 ans que je fais ça dans le milieu sportif, en gymnastique, dans différents sports, mais en gymnastique. Et ensuite, j'ai eu une deuxième carrière dans l'Ultimate Frisbee. Et comme je me suis formée à la préparation mentale, en fait, à différentes techniques, différentes méthodes. J'ai vraiment beaucoup exploré. Dans mon diplôme universitaire de coaching sportif, j'avais des cours avec la psychologie sportive, la préparation mentale. Donc, je me suis formée, j'ai commencé ma formation comme ça. J'ai exploré, j'ai expérimenté sur le terrain avec mes athlètes. On me donnait toujours les athlètes qui étaient les plus anxieuses, les plus stressées, gestion émotionnelle. Donc, finalement, j'ai pu me pratiquer beaucoup. Et j'ai pu aider plusieurs athlètes. Ça m'a fait bien plaisir à moi de pouvoir les aider dans leur cheminement puis de les aider à reprendre confiance. Parce que, en fait, là, je m'en vais un petit peu dans toutes les directions, hein, mais Non, non, c'est très clair. parce que je dirais que, en fait, souvent dans le sport, quand on a une difficulté sur le plan physique, par exemple, on manque de vitesse ou on manque d'endurance, on sait quoi faire, on sait comment le travailler. Quand on a un travail technique à faire, des difficultés techniques, on sait quoi faire aussi. Au niveau de la stratégie aussi, en tant qu'entraîneur, on a des outils. Au niveau de la préparation mentale, souvent, on ne sait pas trop. Et à cause de ça, il y a plusieurs athlètes qui, justement, perdent leur confiance parce que puis je parle du sport, hein, mais je parle toujours du sport, mais finalement, moi, je me suis ensuite développée dans différents domaines, dans le milieu professionnel, donc pas que dans le sport. Mais à un certain moment, effectivement, quand on a des défis de gestion de stress, des défis de confiance, ça finit par nous affecter. On pense qu'on a peut-être un talent, on a peut-être un don, mais finalement, on ne sait plus si c'est vraiment le cas parce qu'on n'arrive pas vraiment à le maîtriser puis à le révéler au monde. Donc, moi, c'est un peu la mission que je me suis donnée d'aider les gens à pouvoir apprendre à se faire confiance puis développer une maîtrise d'un aspect d'une dimension humaine qu'on connaît un peu moins. Donc, je me suis développée dans tout ça. J'ai fait de l'Ultimate Frisbee après mon deuxième sport, qui est devenu une deuxième carrière sportive. Et en 2014, j'ai fait les championnats du monde avec mon équipe. J'étais capitaine. On a remporté la médaille d'or en finale.
Donc, ça m'a permis de voir que tout ce travail de plusieurs années a été payant pour moi. Puis ce qui a fait vraiment une différence, en fait, c'est que à un certain moment, j'ai découvert l'énéagramme et les théories de la personnalité. Et c'est ça pour moi qui a fait un gros tilt, qui m'a permis vraiment de comprendre un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis à partir de là, c'était un peu le début de mon cheminement en tant qu'entraîneur, en tant que préparatrice mentale, parce que tout est parti de là pour construire un peu mes outils puis ma méthode. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, réponse très très riche, je dois le dire. Mais du coup, en fait, si je comprends bien, comment dire, tu es arrivé à cette espèce de limite où tu as vu que tes compétences techniques ne suffisaient pas en tant que telles et qu'il y avait quelque chose autour qui permettait, on va dire, de les déployer, ce qu'on appelle préparation mentale. Est-ce que c'est ça, on va dire, le truc? Ouais. C'est une Comment belle façon de le dire. J'adore ça. Bah, en fait, c'est un petit peu souvent comme ça que je le définis, la préparation mentale, c'est ce qui vient déployer et c'est ce qui vient justement créer les meilleures conditions pour que les automatismes des compétences techniques puissent justement se faire toutes seules, en fait, qu'il y ait une sorte de légèreté et en fait, qu'on laisse le corps faire, qu'on lui donne absolument tous les outils pour faire les choses de la bonne façon au bon moment. Est-ce que tu rejoins un petit peu cette définition? Parce que je pense qu'on en a tous un petit peu une différente. Mais tout à fait. Puis j'irais encore même plus largement, c'est-à-dire que là, on a parlé des compétences techniques puis du laisser le corps aller parce qu'on parle de sport, hein. Mais Ouais. si on sort du sport, ces dernières années, j'ai été beaucoup appelée. En fait, j'ai été directrice dans des entreprises. Donc, j'ai travaillé aussi avec des équipes d'employés. Donc, la préparation mentale, à un certain moment, j'ai appris à l'appliquer en dehors du sport. Puis, en fait, moi, personnellement, quand je vivais du stress, effectivement, mon premier réflexe, c'était d'aller perfectionner mes compétences. Donc, j'essayais de m'améliorer, j'essayais d'apprendre, j'essayais d'en savoir plus, de plus contrôler, plus maîtriser pour finalement essayer de gérer mon stress. Puis, j'ai remarqué que c'est comme ça un petit peu il y a beaucoup de gens qui vont faire la même chose que moi, qui vont avoir le même schéma que moi. Puis, effectivement, à un certain moment, il faut lâcher tout ça, puis juste travailler sur notre état d'esprit et pas seulement ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire pour prendre le contrôle, si on veut, de notre vie. Donc, oui, on parle de laisser aller le corps dans le flot, mais si on est, par exemple, dans un milieu professionnel, ben, des fois, le corps, ça parle moins, hein, parce qu'on n'est pas dans une... Oui, on fait des actions, mais on n'est pas en train de performer avec notre corps nécessairement. Donc, ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est qu'il y a aussi une question de faire confiance à nos capacités de réaction. Donc, dans certaines situations, quand on vit du stress, comment est-ce qu'on pourrait faire confiance, qu'on va savoir comment réagir dans le moment, même si on ne l'a pas prévu, même si on ne l'a pas planifié, même si on n'a pas anticipé tout ça. Puis de savoir aussi que des fois, les bonnes intuitions vont venir au bon moment ou même les bonnes connaissances. Donc, des fois, on a appris beaucoup, puis on sait que notre cerveau, s'il est bien détendu, à un certain moment, il va être capable d'aller chercher certaines informations qui sont peut-être dans notre inconscient, notre subconscient, mais parce qu'on est détendu puis dans le flow, ben, ça vient tout seul. Donc, on peut penser des fois à, je sais pas, ben là, je parle un petit peu plus physique, mais des fois, s'il y a des urgences qui se produisent sur un milieu de travail, ben, il y a des gens qui découvrent soudainement qu'ils sont capables de réagir dans le moment alors qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils auraient été capables d'avoir ce sang-froid-là, puis la bonne réaction au bon moment. Donc, c'est là un peu qu'on comprend qu'on n'a pas besoin de tout contrôler puis tout planifier, puis on a des choses à l'intérieur de nous qui peuvent émerger si on apprend encore. C'est encore plus facile si on apprend à travailler avec ça. Une forme d'intelligence en fait en nous à laquelle on doit se connecter et comme tu dis, enlever un peu les couches et lâcher en fait, plutôt que d'essayer de résister, se perfectionner, rajouter des choses. Mais je pense qu'avec la préparation mentale, on apprend à se connecter à ça. On apprend de manière plus consciente, au début de manière un peu cadrée, puis à un certain moment, on peut laisser aller un petit peu le cadre, puis ça devient un peu plus organique. Tu as dit que dans ta carrière de sportif, toi, c'était beaucoup le stress de performance, tu as un côté perfectionniste. Comment ça se manifestait concrètement et est-ce que c'était quand même plutôt réservé aux moments fatidiques des compétitions où là, il y a de l'enjeu et du coup, il y a une perception on va dire, un peu biaisée ou est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu avais un peu tout le temps, partout, même en dehors du sport? C'est intéressant comme question.
Je pense que ça s'est beaucoup manifesté dans le sport, justement, probablement à cause de l'enjeu. J'ai essayé de me... J'ai écrit dernièrement, j'ai commencé à écrire, écrire un livre et ça m'a amené à plonger à l'intérieur pour essayer de comprendre d'où ça vient, tout ça. Puis, à l'école, tout allait bien. J'ai jamais vraiment eu d'enjeu de stress ou quoi que ce soit. Oui, un peu de perfectionnisme, mais rien de trop extrême. Mais l'enjeu sportif, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais plus jeune, le cerveau, comment il fonctionne, c'est qu'il vit des choses. En fait, c'est qu'on vit des situations, puis à un certain moment, s'il y a des situations qui nous font vivre une émotion intense, qui peut être inconfortable, désagréable, ben à ce moment-là, il va enregistrer l'information, puis il va dire, oh, là, il y a un danger. La prochaine fois, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu gardes ça en tête. En fait, on garde ça à quelque part dans notre cerveau, puis on va le réutiliser au bon moment pour nous alerter du danger. Donc, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'étudiais le piano. Puis j'aimais beaucoup le piano. Pendant des années, j'ai même pas étudié à l'école. J'ai joué par moi-même. Puis à un certain moment, j'ai commencé les cours et j'ai fait mon premier concert de piano. Et quand j'ai fait mon premier concert de piano, j'étais confiante, tout allait bien. Donc, c'est un petit peu la même histoire que la gymnastique, mais la gymnastique, c'est venu plus tard. Donc, tout allait bien, j'étais confiante. Et quand je suis arrivée devant les gens, j'ai monté les escaliers, je suis arrivée sur la scène devant mon piano, trou noir ou page blanche, on peut le dire comme on veut. J'ai complètement oublié ma partition. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et encore une fois, j'ai été vraiment prise par surprise. Donc, je pense que mon cerveau a enregistré cette information-là et dire, wow, la prochaine fois, il va falloir que tu sois un peu plus prête parce que tu t'attendais pas à oublier ta partition. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai commencé à développer un petit peu peut-être mon perfectionnisme, à essayer d'anticiper les choses, qu'est-ce qui pourrait se passer, qui pourrait être dangereux éventuellement. Puis quand je suis arrivée en gymnastique quelques années plus tard, ben, c'était quand même sorti de mon esprit conscient et il m'est arrivé la même chose en gymnastique pour ma première compétition. Donc, je pense que les deux combinés, à un certain moment, ont amené le fait que, OK, quand il y a un enjeu, quand tu es devant des gens, quand tu dois performer à un moment X, là, il y a un danger. Et là, mon corps se contractait et ben, j'oubliais. En fait, en gymnastique, je pouvais oublier ma chorégraphie, je pouvais oublier des choses. Puis, ben, c'était vraiment une contraction du corps, étant donné que c'était un sport, surtout, vraiment une contraction du corps. Puis, il y avait pas de fluidité, en fait, dans ce que je faisais. Et beaucoup de pensées. Donc, quand j'étais sur la poutre, ben, la poutre, hein, c'est 10 centimètres de large, c'est vraiment pas très large. Et je commençais ma chorégraphie, ma routine. Puis à un certain moment, si je tombais pas, donc s'il n'y avait pas de chute, dans ma tête, il y avait beaucoup de pensées qui venaient et qui disaient, fais attention, sois prudente, sois vigilante. Attention, il en reste encore un peu, tu ne dois pas tomber. Et là, plus je me disais ça, plus je tombais. Donc, il y a une combinaison du corps et des pensées, je crois. La tête qui prend le dessus et qui fait qu'on n'est pas dans l'instant présent et du coup dans le corps et dans les automatismes, du coup. Exactement. Puis c'est pas facile de se convaincre. En fait, moi, j'ai dû devenir préparatrice mentale puis vraiment l'explorer, comprendre la théorie de ça pour y arriver. Mais en fait, pour quelqu'un qui pense beaucoup, c'est difficile de se convaincre qu'il faut mettre le cerveau à off parce que c'est dangereux. En fait, la vigilance, hein, si on comprend le message que mon cerveau avait enregistré au tout début, il a dit, ben, si tu anticipes pas la situation, il se pourrait que tu sois prise par surprise. Donc, de faire taire ça et d'apprendre à faire confiance que je vais avoir la bonne réponse au bon moment, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas nécessairement les ressources et non plus, je ne m'étais pas entraînée en situation inconfortable hors de ma zone de confort. Donc, je n'avais pas vécu ces situations-là. La première fois que je les ai vécues, c'est en compétition. Donc, ça, c'était une problématique. Maintenant, j'avais beaucoup plus les ressources, mais d'accepter mentalement de dire j'arrête de penser, j'arrête de réfléchir, c'est vraiment pas facile à accepter pour le cerveau. Donc, quand on comprend un petit peu la dynamique derrière ça, c'est-à-dire que moi, quand j'ai appris que le cerveau conscient, ou est-ce que le cerveau analytique est plus au niveau en avant du cortex, donc, c'est ce qui va s'activer quand on réfléchit, quand on analyse. Et le cerveau, en fait, la mémoire des automatismes, le flow, en fait, quand le corps agit ou quand nous, on agit de manière fluide, ça va être, le flow va activer plus le cerveau postérieur. Donc, c'est pas les mêmes régions qui s'activent. Et quand je commence à réfléchir, automatiquement, je désactive le cerveau postérieur pour activer le cortex cérébral. Donc,
c'est impossible d'être dans le flow si je commence à réfléchir, à analyser. Et il y a beaucoup de gens comme moi, je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo puis qui vont se reconnaître, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui souvent ont peut-être été très, très performants à l'école, des gens qui sont très analytiques. C'est pas que ça, hein, on peut réfléchir beaucoup puis pas nécessairement avoir eu que des super bonnes notes à l'école, mais j'ai remarqué que souvent, puis je l'ai lu dans plusieurs livres, souvent des gens qui sont très forts à l'école, mais c'est des gens qui ont développé énormément leur cerveau analytique. Et pour eux, c'est pas naturel de faire taire cette portion-là du cerveau, puis de juste aller dans l'instant et de ne pas penser, puis dire tout va bien aller. Donc, j'ai dû l'entraîner progressivement, puis prendre confiance et voir que, OK, mon corps est capable de réagir et vraiment tester. Je l'ai fait dans le sport, mais en dehors du sport. Après ça, quand je travaille avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus analytiques, puis des gens qui veulent anticiper, prévoir, l'anticipation, la prévision crée le stress, en fait. Donc, des gens qui ont une tendance à faire ça au travail, par exemple, de juste faire taire, puis de dire, OK, demain, c'est demain, puis il arrivera ce qui arrivera, puis on va voir si finalement il y a un réel danger. Puis de faire des petits pas comme ça, mais au fil du temps, on finit par se faire confiance, puis on apprend à être plus dans le moment présent. C'est super intéressant et du coup, ça m'ouvre parfaitement la transition vers ton modèle, puisque là, tu es en train de parler, on va dire, d'une tendance que certaines personnes vont plus avoir, qui est une tendance où on va être plus justement dans l'analyse des choses, dans la tête, et ton modèle qui est inspiré, comme tu l'as dit, de l'énéagramme et qui est un modèle que je trouve hyper riche, en fait, et à la fois ludique et en même temps hyper, comment dire, hyper clair et profond. Enfin, on peut en retirer beaucoup, beaucoup de choses en termes de connaissance de soi, qui se base sur 3 archétypes. Donc des personnes qui sont effectivement très basées analytiques, que tu as appelées les architectes. Et d'ailleurs, je trouve que ces mots sont très, très bien choisis. D'autres personnes qui vont être beaucoup plus dans la recherche de plaisir, dans la recherche de connexion aux autres, que sont les héros. Parfait aussi comme archétype, j'adore. Et les gens qui sont, j'avoue, un peu plus comme moi, donc les gens qui vont être beaucoup plus dans l'instinct, des gens qui vont être plus dans le côté combativité, force, automatisme, et qui vont avoir plus tendance à mettre de côté justement le côté stratégie, analyse, etc. Ce modèle, est-ce que ça t'a pris du temps à le construire? Comment ça s'est fait en fait et qu'est-ce que ça t'a ouvert concrètement? Mais comme je l'ai dit, à un certain moment, j'ai été invitée dans une formation, puis j'ai découvert l'énéagramme. Et pour moi, c'était une grande porte qui s'est ouverte. Soudainement, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai voulu explorer, en fait, dans l'énéagramme. Dans l'énéagramme, il y a 9 types de personnalités. Et en fait, la base de l'énéagramme, le fondement, c'est les 300 d'intelligence. Donc, ce qu'on dit dans l'énéagramme, c'est qu'on a 3 cerveaux ou 300 d'intelligence dans le corps, le centre émotionnel, le centre rationnel et le centre instinctif. Donc, on a tous les 300 d'intelligence à l'intérieur de nous, mais dans l'enfance, on aurait développé une préférence. Donc, à un certain moment, de par notre culture, l'environnement, on aurait appris à aller dans un centre d'intelligence plus régulièrement que les autres et ça serait devenu une habitude. Et quand on est plus dans un centre d'intelligence, ça vient avec certaines pensées, certains comportements, certaines attitudes et progressivement, il y a un état d'esprit qui va émerger de ça. Donc, si je suis régulièrement dans mon centre émotionnel, je vais avoir une certaine façon de penser, puis je vais développer un certain état d'esprit, puis même au niveau du corps, je vais développer une certaine posture aussi. Donc, ça vient avec différents aspects, différentes caractéristiques. Et moi, en fait, les 300 d'intelligence, c'est ça que j'ai voulu garder. Il y a beaucoup de choses qui corrèlent avec l'énéagramme dans mon modèle, mais je suis partie de là, puis je me suis dit, OK, je vais commencer à observer ce qui se passe autour de moi parce que je coachais à ce moment-là, j'étais entraîneur sportif et je me suis dit, je vais voir, je vais interagir avec les gens, puis voir est-ce qu'il y a quelles sont les attitudes qui émergent de chacun. Donc, j'étais vraiment sur le terrain. Je suis une personne très, très pratique, très, très terrain, très, très expérientielle. Donc, malgré mon côté très rationnel et analytique, j'analyse les choses, mais j'ai besoin de les vivre rapidement. Donc, sur le terrain, j'ai commencé à voir qu'il y avait des façons de communiquer, des types de motivation, des types de besoins. Puis, progressivement, au fil du temps, j'ai pu corréler certaines théories psychologiques dans la psychologie positive ou la psychologie générale. Certaines théories, j'ai pu les corréler et ça m'a permis de mieux comprendre les 300 d'intelligence, en fait, puis mieux comprendre leur fonctionnement, puis le fonctionnement de chacun. Donc,
c'est comme ça un petit peu que tout ça a évolué. Moi, dans ma propre expérience d'athlète, après ça, dans mes interactions avec les autres, puis tranquillement, j'ai commencé à l'enseigner, puis j'ai découvert finalement que ça parlait beaucoup aux gens parce que c'est simple. En fait, avec 300 d'intelligence, quand on a 9 profils, 16 profils, c'est super intéressant. Moi, j'ai une certification MBTI, j'ai approché le disque aussi, donc j'aime les théories de la personnalité. C'est juste que, comme je suis très pratico-pratique, ben mes 300 d'intelligence de base, pour moi, c'était simple. Puis avec le temps, ben, j'ai découvert aussi qu'on avait, oui, un centre d'intelligence dans lequel, dans les situations de pression, on va aller plus rapidement. Personnellement, c'était mon rationnel et c'est là que j'ai compris un petit peu ce qui se passait parce qu'évidemment, dans des situations de pression, on n'a pas nécessairement toujours besoin du centre d'intelligence qui est notre centre d'intelligence préféré. Des fois, ça serait un autre centre d'intelligence qui pourrait nous être plus utile à ce moment-là, mais parce qu'on a développé l'habitude, c'est un peu notre zone de confort, si on veut, même si ça nous met dans l'inconfort, ben, tranquillement, si on apprend à développer les autres centres d'intelligence, on va devenir un petit peu plus flexible. Puis ça va nous permettre d'être un peu plus adaptable puis de mieux répondre aux situations. Puis au fil du temps, j'ai découvert qu'on a un centre d'intelligence dans lequel on va sous pression, mais souvent, on en a deux qui sont plus forts. Puis il y en a un qui est un peu moins entraîné. Je veux dire, on est allé moins souvent dedans. Puis je dirais qu'entre la trentaine et la quarantaine, c'est ce que l'énéagramme nous dit, mais à un certain moment de nos vies, il y a un moment où on va rencontrer ce centre d'intelligence-là, quand il va émerger de nous soudainement, il va exploser des fois. On ne saura pas trop quoi en faire, puis finalement, avec le temps, on va apprendre à l'apprivoiser, mais peut-être qu'il est un petit peu moins maîtrisé. Des fois, il est même réprimé. Ok. Et est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus dans le détail sur justement chaque archétype? J'ai un petit peu fait, on va dire, une introduction, mais pour des personnes qui ne sont pas du tout conscients de ce modèle, pour peut-être qu'ils puissent un petit peu voir quelles tendances ils auraient développées. Tout à fait, tout à fait. Disons, si je commence avec l'état d'esprit conquérant, allons-y avec le profil instinctif. Donc, chacun des centres d'intelligence, en fait, chacun des archétypes, chacun des profils a un besoin fondamental, a une maison émotionnelle, donc une gamme d'émotions dans laquelle il va plus souvent que les autres et a aussi des valeurs principales ou un focus principal en action. Donc, pour le profil instinctif, donc que j'ai appelé l'état d'esprit conquérant, je l'appelle un état d'esprit parce que c'est modifiable, hein? C'est une habitude qu'on a pris, mais si on va dans d'autres centres d'intelligence puis on rééquilibre, l'état d'esprit peut changer. Mais si j'ai un état d'esprit plus instinctif, plus conquérant, mon besoin fondamental, c'est général, j'ai besoin d'autonomie. Donc, très important pour moi, la liberté, l'indépendance, l'autonomie et la force. Donc, souvent, ce que je vais présenter pour faciliter un petit peu la compréhension, c'est que je dis, bon, ben, imaginons 3 hommes des cavernes qui font Mhm. face à un lion. Donc, j'aime raconter cette histoire-là. Puis, il y a plusieurs stratégies, hein. Si je fais face à un lion, je pourrais avoir différentes stratégies pour survivre, en fait, face au lion. Donc, mon système nerveux va réagir d'une façon différente, dépendamment de comment je m'active moi, dépendamment de ma physiologie. Donc, l'état d'esprit conquérant, le profil instinctif, lui se dit, si je veux combattre le lion, si je veux vaincre le lion ou survivre face au lion, je dois justement le combattre. Donc, je dois être plus fort que lui. Donc, l'état d'esprit conquérant, si on va vraiment en profondeur au niveau de son besoin, il a besoin de force. Il a besoin de sentir qu'il est capable de vaincre le lion, qu'il a la force nécessaire pour vaincre le lion. Donc, comment ça se traduit dans la vie d'aujourd'hui? C'est que c'est souvent des gens qui ont besoin beaucoup de leadership, c'est des gens qui vont prendre beaucoup de responsabilités, des gens qui ont besoin d'autonomie, d'indépendance, comme je l'ai dit. L'état d'esprit héros, lui, le profil émotionnel, face au lion, il va se dire, ben, pour survivre ou pour vaincre le lion, on doit être nombreux. Donc, lui, il va s'allier avec d'autres gens pour être capable de vaincre le lion. Donc, l'état d'esprit héros, lui, sa tendance, c'est il a un besoin fondamental d'appartenance. Il a un besoin d'être aimé aussi, parce que si je suis capable de créer des connexions avec les autres, si je suis en appartenance, si je ne suis pas rejetée des autres, je suis protégée. Donc, je peux vaincre le lion. Donc, c'est juste pour comprendre d'où vient le besoin, parce que des fois, on peut juger le besoin, mais le besoin, c'est très instinctif, c'est très inconscient, en fait. Et pour l'état d'esprit que j'ai appelé architecte, donc le profil plus rationnel, analytique, lui, il se dit face au lion, moi, je dois avoir la meilleure stratégie possible. Lui, il aime faire des stratégies. Donc, il va préparer sa stratégie, hein. On parlait de réfléchir. Il va analyser la situation, il va préparer sa stratégie et il va aussi se préparer. Donc, non seulement sa stratégie, mais aussi s'assurer d'avoir
toutes les aptitudes possibles. Par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a une lance, ben, il va apprendre à manier parfaitement sa lance pour être capable de vaincre le lion. Et dans sa tête, il n'y a pas une grande marge de manœuvre, donc il ne peut pas commettre d'erreur. C'est là que le perfectionniste commence à entrer en jeu. Donc, pour le profil rationnel, lui, son besoin fondamental, un besoin de compétence, il a besoin de se sentir prêt, se sentir compétent, puis il a besoin de sécurité. Donc, au niveau du besoin, c'est ça. Puis au niveau de la maison émotionnelle, c'est souvent là qu'on peut reconnaître plus facilement les profils. Le profil instinctif, comme il est un peu plus dans le combat, lui, ben, quand ça va moins bien, sa maison émotionnelle, la gamme d'émotions qu'il va avoir tendance à vivre plus souvent, c'est la colère, la frustration, l'impatience. Donc, ça va être un type sous pression qui est un peu plus impatient ou qui pourrait être un peu plus impulsif, si on veut. C'est quelqu'un de très, très compétitif, hein, si on veut aller chercher de l'autonomie, de l'indépendance. Donc, on est un petit peu en adversité avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est toujours en adversité, mais c'est un peu sa tendance sous pression. Donc, c'est lui qui va être capable, généralement, le profil instinctif, c'est lui qui va être le plus capable de supporter la pression. C'est celui qui aime la pression, en fait. Ensuite, l'état d'esprit héros, lui, au niveau de sa maison émotionnelle, quand il est sous pression, souvent, il va être un peu plus, le conquérant, il est un peu plus dans le combat. L'architecte est plus dans la fuite. Quand on parle du combat, fuite, le système nerveux, combat, fuite, figement. Le figement, hein, c'est une autre réaction du système nerveux qui est de arrêter de bouger jusqu'à temps que le danger passe. Donc, c'est un peu comme faire le mort. Les animaux, c'est un peu ça qu'ils font. Donc, je fais le mort jusqu'à temps que le danger soit passé, puis après ça, je peux commencer à bouger. Donc, l'état d'esprit héros, il va avoir tendance à être un peu plus en figement. Donc, il va vivre des émotions qui sont un petit peu plus lourdes sous pression, de la tristesse, du découragement, des fois de la démotivation, la déception. Donc, ça va être un petit peu plus ces émotions sous pression quand ça va moins bien. Donc, lui, il va avoir un peu plus de difficulté à bouger. Si on ajoute de la pression sur lui en plus, ben, ça va juste empirer la difficulté à bouger. Donc, il faut enlever un peu de pression si on veut être capable de bouger puis d'avancer puis de reprendre l'action. Et pour l'état d'esprit architecte, le profil plus rationnel, sa maison émotionnelle, c'est la peur, le stress, l'anxiété. Ben, tout est une forme de stress, là, mais en fait, on va dire plus l'anxiété, la nervosité, l'anticipation, ça va être un peu plus les émotions qu'il va vivre. Puis en action, l'état d'esprit, le profil instinctif, donc l'état d'esprit conquérant, en action, son focus, c'est vraiment le résultat. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Donc, la concrétisation des buts, atteindre un résultat, c'est très, très, très important pour lui, puis encore plus sous pression. Donc, il va prendre des décisions en fonction de sa capacité à atteindre les buts, dans le but d'atteindre son résultat finalement. L'état d'esprit héros, le profil plus émotionnel, son focus en action, c'est l'harmonie. Lui, l'appartenance est importante. Donc, si on pense à une entreprise ou même à une équipe sportive, si on avait un entraîneur qui était plus héros, plus avec un état d'esprit héros, aurait tendance à prendre des décisions pour s'assurer de la cohésion d'équipe, que la cohésion d'équipe demeure, puis qu'on ait une bonne ambiance. Et pour l'état d'esprit architecte, son focus en action, c'est les détails, le processus. Donc, pour lui, c'est plus important d'avoir un bon processus, particulièrement sous pression. Il va essayer d'avoir un processus parfait que le résultat en tant que tel. Donc, il va focaliser davantage sur les détails et c'est là qu'il peut devenir un peu plus perfectionniste. Super, hyper clair. Est-ce que tu aurais parce que moi j'aime bien ramener ça comment dire, à des personnes. Est-ce que tu aurais des exemples comme ça de personnes justement qui incarneraient avec une évidence assez forte ces archétypes, des sportifs, des personnalités publiques ou pas? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui te viennent où tu te dis, ouais, là, c'est a priori, ça va plutôt pencher vers le conquérant, l'architecte, etc. C'est une bonne question. Je suis tellement pas très forte avec les personnalités célèbres, mais il y a peut-être des choses qui vont venir en discutant ensemble. Je dirais au niveau sportif, profil instinctif, ce qui me vient en tête, c'est Serena Williams. C'est un profil parce que physiquement, souvent, les gens instinctifs, c'est pas tout le temps, hein, parce que dans l'énéagramme, il y a 3 types par profil, donc c'est quand même différent d'un type à l'autre, mais c'est des gens, les profils instinctifs qui ont tendance à quand même prendre de l'espace, qui ont souvent une bonne musculature, par exemple. Donc, si on regarde Serena Williams, c'est bien le cas. Une personne qui est quand même assez impulsive aussi dans certains moments, qui, pour elle, c'est extrêmement important de gagner. Donc, dans son discours, on le perçoit aussi, ou on le percevait. Donc, ça, c'est ce qui me vient en tête.
Profil héros. Profil héros. Ce qui me vient en ce moment, c'est Oprah. Oprah. C'est drôle, hein, mais tu sais, parce que je veux dire, euh, j'ai parlé de l'aspect égo, hein? J'ai parlé de l'aspect égo, c'est-à-dire que quand je suis dans mon instinct, si je veux me protéger, l'ego, pour moi, c'est les mécanismes de défense et de protection. Donc, c'est quoi mes attitudes quand je veux me protéger? Oui, si je suis dans mon rationnel, des fois, je vais avoir tendance à devenir perfectionniste. Si je suis dans mon instinct, je vais être très combative. Si je suis dans mon émotionnel, je pourrais être un peu plus déçue ou rechercher l'approbation des gens, par exemple, la validation des gens, mais il y a une grande vertu à ça aussi, hein? Si je vais au-delà de l'ego, on a tous quand on a un centre d'intelligence qui est un peu plus fort ou un peu plus développé au fil du temps, il y a une grande vertu à ça. Donc, une vertu de l'instinct, ça va être le leadership, c'est des grands leaders. Bon, une Oprah, dans ma tête, c'est une grande leader, mais très, 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 beaucoup de compassion dans ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est un côté héros qui est très, très fort. Le côté architecte, je ne sais pas si c'est quelque chose qui devient spontanément. En ce moment, j'ai rien. C'est sûr que les gens qui sont très architectes, c'est souvent des grands chercheurs ou Ouais, alors sont très orientés. je sais pas si tu vas connaître, mais l'entraîneur actuel de l'équipe de France qui s'appelle de foot, qui s'appelle Didier Deschamps, qui a été capitaine en fait et qui a gagné euh, qui avait gagné en 98 la Coupe du Monde. Il a un profil très stratège, tu sens il est dans la lecture du jeu, il, il a, il a une grande analyse des choses. Quand il parle, ça se voit, ça se sent. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tout est pensé. Et donc voilà, c'est lui que je présente souvent quand je présente ton modèle. Et souvent, quand je présente les états d'esprit conquérants, je vais typiquement vers des profils d'attaquants au foot parce que c'est des personnes qui justement ont besoin d'être dans les automatismes parce que devant une cage, il n'y a pas de place à l'analyse XXL. Il faut vraiment y aller justement à l'instinct. Et en général, les états d'esprit conquérants sont des personnes qui vont peut-être plus sortir du cadre imposé par l'entraîneur, qui vont plus s'autoriser à se dire, bon, bah voilà, j'y vais à l'instinct, et qui du coup vont peut-être un petit peu plus justement créer des opportunités quand Exactement. le match, des fois, il est un petit peu serré et ça avance pas, quoi. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. puis qui vont oser saisir les opportunités aussi. Des fois, un architecte pourrait être très, très discipliné, mais effectivement, c'est des très grands stratèges, des grands penseurs qui sont capables de détecter beaucoup de choses sur le terrain, qui vont être capables d'adapter des stratégies. Donc, c'est un très bon exemple. Ben, Didier Deschamps, je le connais peut-être pas suffisamment pour te dire, mais avec ce que tu m'as dit, tout à fait, ça fait beaucoup de sens. Les instinctifs, effectivement, vont avoir tendance à un peu plus sortir du cadre. Donc, dans des moments de pression, c'est des gens qui vont être à l'aise avec la pression, puis qui vont être habiles à justement faire ce qui doit être fait pour atteindre le résultat, parce que c'est le but. Puis les états d'esprit héros, si on parle sur le terrain en sport, c'est souvent des gens d'intensité. C'est des gens qui ne vont jamais diminuer d'intensité, quoi qu'il arrive. Donc, ils vont tout donner. Euh, les états d'esprit conquérants, c'est des gens de combativité. Donc, quand il y a de l'adversité, quand il y a du défi, c'est des gens qui sont ultra performants. Les héros, c'est des gens qui, des fois, pourraient avoir des difficultés quand il y a des défis parce que là, il y a souvent des enjeux de confiance qui viennent en jeu. Mais sinon, au niveau de l'intensité, c'est ceux souvent qui sont capables de donner le plus d'intensité à l'entraînement, en compétition, sur le terrain. Donc, c'est assez impressionnant. Puis une intensité tout autant émotionnelle que physique. C'est-à-dire qu'ils vont être aussi très intenses dans leur façon de, de travailler émotionnellement avec leurs coéquipiers. Ouais, c'est des personnes qui souvent vont se donner beaucoup, beaucoup, effectivement, pour l'équipe. Pour revenir au foot, puisque j'aime beaucoup le foot, moi je les situe souvent, c'est souvent des milieux de terrain qui vont beaucoup, beaucoup courir, qui vont beaucoup être Ouais. dans l'effort pour le collectif. Donc ils vont beaucoup passer la balle, etc. Et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant quand tu regardes des matchs, c'est vraiment l'interaction de tous ces profils Ouais. et la complémentarité, en fait. Et tu te dis, mais en fait, tout est parfait. Et si, alors toi, en tant qu'entraîneuse, tu as dû le voir, quand on a peut-être trop d'état d'esprit conquérant, trop d'état d'esprit architecte, entre guillemets, peut-être que ça vient créer, je sais pas, des déséquilibres. Et du coup, en termes de performance, peut-être que ça peut freiner. Enfin, je ne sais pas si tu as pu un petit peu. Oui. C'est ça.
Ouais. Oui, je l'ai vu effectivement sur mes équipes. J'ai été entraîneur de plusieurs équipes féminines, masculines, mixtes. Bon, j'ai vu beaucoup. Puis effectivement, c'est sûr que si j'ai beaucoup, souvent on sélectionne en fait selon nos capacités, nos préférences. C'est inconscient, hein, c'est pas toujours parfaitement conscient, mais si je suis un peu plus, j'ai un état d'esprit un peu plus conquérant, j'aurai tendance à sélectionner souvent des états d'esprit un peu plus conquérants. Mais effectivement, si j'ai beaucoup d'état d'esprit conquérant sur un terrain, c'est très difficile de suivre une stratégie. C'est très difficile parce que tout le monde sort du cadre. Donc, à un certain moment, ça devient difficile il faut cadrer beaucoup. Donc, il faut avoir un leadership très fort si on a une équipe comme celle-là. Si on a une équipe qui est très architecte, donc plus analytique, tout le monde est très discipliné, tout le monde suit bien son rôle, mais pas la créativité, mais la prise d'initiative ou de risque à certains moments, puis de sortir du cadre, c'est beaucoup plus dur. Ce qui fait que dans des moments sous pression, des fois, il faut oser, il faut, mais une personne qui est plus analytique a tendance à suivre les directives de son entraîneur, en fait, à la lettre. Puis beaucoup d'état d'esprit héros sur le terrain. Ben, c'est que je l'ai vécu, j'ai eu des équipes comme ça, puis c'est que c'est l'intensité, en fait, c'est que ça peut être variable parce que si ça va moins bien, on peut rapidement devenir déçu. Et la déception est une émotion qui nous alourdit, ce qui fait que ça devient difficile de garder le rythme. Donc, on est très intense émotionnellement puis physiquement, mais si à un moment donné, il y a une déception qui commence à entrer, ben, il y a un effet d'entraînement à l'intérieur de l'équipe et là, ça crée une équipe qui souvent part comme un train, comme on dit au Québec, je ne sais pas si vous dites ça, mais qui part en force. Puis à un certain moment, s'il y a trop de challenge, ben, il y a une confiance qui diminue. Souvent, quand je me souviens d'une équipe que j'avais comme ça, si on se faisait marquer 2 ou 3 points d'affilée, tout de suite, la confiance commençait à diminuer. Les enjeux de confiance sont beaucoup présents chez les héros. Et à cause des enjeux de confiance, il y avait une déception. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber mon équipe. Et parce que j'ai l'impression d'avoir laissé tomber mon équipe, mon corps est un petit peu plus au ralenti. Et là, on a de la difficulté à revenir dans le match. C'est hyper intéressant. Donc, effectivement, pour la création d'équipe, on va dire le jackpot, c'est d'avoir une sorte d'équilibre de chaque état d'esprit pour que ça s'agence bien et que ça crée des étincelles sur le terrain, quoi, entre guillemets. Et oui, puis c'est sûr que, bon, je suis un peu biaisée, hein, moi, je n'étudie que ça depuis des années, mais c'est sûr que tu veux avoir un équilibre, puis aussi tu veux être capable de t'équilibrer en tant que leader parce que tu as besoin d'être capable d'interagir avec chacun des états d'esprit. Et souvent, je disais qu'il y avait un centre d'intelligence qui était souvent un peu moins fort pour nous parce qu'on est moins habitué de l'utiliser. Ben, généralement, les gens qui ont, pour qui le centre d'intelligence préféré est celui qui est le moins fort chez nous, souvent les défis de communication sont très grands. Donc, si j'ai appris à communiquer avec mon centre qui est le moins utilisé ou le moins maîtrisé, je vais être capable de gérer des équipes qui sont équilibrées. Donc, le challenge est là aussi, donc d'être capable de tirer les forces de chacun parce qu'on a souvent des préjugés aussi, les gens qui sont pas tout à fait, qui sont un peu opposés à nous dans les centres d'intelligence, on a quand même des conceptions. Si j'ai, moi, un centre rationnel très fort et j'interagis avec quelqu'un qui a un centre émotionnel très fort, on a vraiment des manières de communiquer différentes. Donc, si en plus, il y a du jugement qui entre dans tout ça, puis beaucoup de frustration, puis c'est normal hein, quand ça arrive dans un sport comme ça, quand il y a un enjeu et tout, ben à ce moment-là, je suis pas capable d'aller chercher le potentiel de mon équipe. Donc, je veux m'équilibrer, je veux équilibrer mon équipe, puis apprendre à reconnaître et apprécier les forces de chacun. Tu me diras si c'est quelque chose qui te parle, mais souvent quand je présente ton modèle, je dis que en fait, chaque archétype a un peu ses super pouvoirs, justement développés de par ses tendances on va dire, engrammées et ancrées. L'idée, c'est justement de faire attention que ces super pouvoirs n'aillent pas à l'excès et effectivement d'aller travailler, on va dire, les super pouvoirs des autres qui peuvent aussi bah, justement créer une forme d'équilibre. Et justement, bah, ça m'amène à quelque chose que je trouve super intéressant dans ton approche, c'est le samouraï, le guerrier zen. Toi, ton site s'appelle Guerrier Zen. Est-ce que tu pourrais, parce que c'est aussi pour ça que je suis venue vers toi, il y a une approche très profonde et ça va au-delà juste du cadre sportif. Ça touche même le spirituel, je trouve. Donc c'est à la fois très concret et en même temps,
ça va plus loin. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi guerrier zen? Oui, pourquoi? C'est drôle, hein, parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment de manière dans le flow, hein, de manière très, très fluide. À un certain moment, la première page Facebook professionnelle que j'ai créée, ma page Facebook professionnelle que j'ai créée, je l'ai appelée Guerrier Zen. Mais honnêtement, je trouvais ça intéressant, mais il n'y avait pas une profondeur de réflexion et c'était juste quelque chose qui je sentais qui voulait venir. Donc, je l'ai mis. Puis à un certain moment, j'ai arrêté d'utiliser Guerrier Zen, puis j'y suis revenue il y a quelques temps, en fait, après d'un an, parce que la réflexion, en fait, s'est faite et j'ai compris, en fait, d'où était venu le Guerrier Zen pour moi. Mais dans mon modèle est un cercle. Donc, pour moi, c'est très important. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça tourne en cercle. Ça va dans le sens où on veut. Donc, dans le cercle, qui est le cercle zen, donc qui signifie le mouvement, la complétion, l'unité, donc les 300 d'intelligence. Dans le cercle, en haut du cercle, on a l'instinct. On a notre centre instinctif. En bas à droite, dans ma droite à moi, je ne sais pas sur l'écran de quoi ça a l'air, mais bon, en bas à droite, on a l'émotionnel et en bas à gauche, on a le rationnel. Et, attends, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, le guerrier zen. Voilà. En fait, au fil du temps, en approfondissant tout ça, l'instinctif, c'est l'action. Donc, l'instinctif, c'est souvent ce que je vais dire, c'est que si on mettait une ligne imaginaire au milieu du cercle qui coupe le cercle en deux, en haut, c'est comme la pointe de l'iceberg, puis en bas, c'est en dessous de l'eau, finalement. Donc, en haut, c'est l'action, c'est ce qui paraît dans le monde, et c'est mon guerrier. Puis en dessous, la partie basse du cercle, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, ça peut être mon état d'esprit, mais on peut aller aussi loin que l'inconscient. Et ça, c'est le zen. En fait, le guerrier, il agit dans le monde extérieur. Puis le zen, lui, il travaille sur l'état d'esprit. Il travaille sur l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et moi, personnellement, dans mon cheminement, ce que j'ai découvert en approfondissant tout ça, c'est que, bon, quand j'étais athlète, moi, j'étais très guerrière. Donc, c'est très important pour moi de contrôler, de maîtriser, d'apprendre. Je devais faire, je devais réussir. Et en 2017, j'ai eu une grosse commotion cérébrale qui m'a complètement arrêtée. J'ai arrêté de marcher pendant un mois. C'était assez traumatisant comme épisode pour moi. Puis, en fait, c'est que j'étais couchée 24 heures sur 24 à regarder le plafond parce que je faisais de l'insomnie, donc je dormais pas. Et j'ai utilisé tous mes trucs en préparation mentale pour passer à travers ce moment compliqué. Puis, ça m'a arrêté, en fait. Ça m'a arrêté. Moi, j'ai fait un burn-out quand j'étais plus jeune. J'ai fait un épuisement à 20 ans, donc quand même assez jeune. J'étudiais à l'université, je travaillais à temps plein en même temps. Euh, je faisais partie de l'équipe de basketball. En tout cas, je faisais beaucoup de choses en même temps. J'ai toujours été suractive. Et j'ai dû arrêter. Puis ça m'a pris 2 ans reprendre le sport. Vraiment être capable de revenir à 100%, ça m'a pris 2 ans. Donc, c'était très long. Et pour une personne qui est très impatiente comme moi, c'était extrêmement difficile. Mais quand je suis revenue, j'ai fait des gros tournois, des grosses compétitions à l'international et j'étais tellement appréciative de revenir au jeu, ça a complètement changé ma vision du jeu. Soudainement, c'était plus important de gagner, mais j'avais envie de donner mon meilleur effort. Et ça, pour moi, c'était une grosse transformation parce que j'ai toujours pensé, puis je vois que c'est un peu la même chose chez les athlètes aussi, chez plusieurs athlètes. J'ai toujours pensé que si à un moment donné, je lâchais prise sur ma compétitivité, que je n'allais plus réussir à bien performer. J'avais cette impression-là. En fait, j'étais convaincue que, je veux dire, pour performer, il faut que tu veuilles gagner. Tu dois vouloir gagner. Donc, c'est la conception, c'est la croyance que j'avais. Puis à ce moment-là, pour moi, c'était plus important. Mais j'avais tellement envie de jouer que je me donnais à 100%, mais sans aucune attente. Et là, j'ai découvert, en fait, quelque chose de différent. C'est là que j'ai atteint le flow, en fait. Je ne l'ai pas vécu avant le flow. À ce moment-là, j'ai vécu le flow et là, mon corps faisait des choses incroyables. J'avais des super bons lancers. Moi, j'étais capable de lancer des frisbees, des disques je dirais à 100 mètres. J'avais des bonnes distances, j'avais une bonne puissance comme athlète, mais ça sortait pas en match. Puis quand ça sortait, les lancers n'étaient pas bien, techniquement, ils n'étaient pas bons.
Puis à ce moment-là, quand je suis revenue, j'étais capable. Soudainement, ça sortait de ma main. C'est parfait, il était parfait. Donc, c'est assez incroyable comme sensation. Le flow, puis moi, à ce moment-là, j'étais préparatrice mentale depuis longtemps, mais je n'avais pas vécu le flow. Je l'avais vécu dans d'autres domaines de vie, mais pas dans le sport. Donc, ça m'a permis de comprendre que le zen était important au guerrier. En fait, c'est là que j'ai compris l'importance du zen avec le guerrier pour l'équilibrer. Et dans le modèle, il s'est placé. En fait, le guerrier est en haut, le zen est en bas. Et pour moi, ça tourne. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Il y a des moments pour entrer à l'intérieur puis travailler sur l'état d'esprit. Et la vie m'a poussée à le faire, m'a obligée à le faire. Et à ce moment-là, j'ai découvert toutes sortes de choses à l'intérieur de moi, toutes sortes de façons de penser, toutes sortes de croyances qui finalement, j'ai essayé de garder le contrôle parce qu'à ce moment-là, je devais revenir en tant que j'avais été nommée entraîneur-chef, entraîneur en chef, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le dites en France, de l'équipe semi-professionnelle masculine de Montréal. Et c'est une ligue nord-américaine. J'étais la première femme, en fait, je suis passée dans les médias parce que j'étais la première femme nommée dans une équipe masculine dans la ligue d'Ultimate, la ligue semi-professionnelle d'Ultimate. Et la deuxième année, je devais revenir. J'étais prête, j'étais motivée, j'étais combative, j'étais compétitive. J'avais regardé des heures et des heures de vidéos pour arriver avec mon équipe. Je savais exactement chacun de mes joueurs. Je savais comment faire ma sélection. Et j'étais bloquée, arrêtée complètement. Je ne pouvais pas revenir. Et quand j'ai commencé à être capable de devenir plus fonctionnelle, l'entraîneur qui avait pris ma place avait définitivement pris ma place. Donc, mon ego a été extrêmement heurté à plusieurs niveaux de ma vie. Donc, pour le coaching, mais pour différentes choses aussi, parce que moi, si je n'étais plus entraîneur, si je n'étais plus, j'avais plusieurs activités, mais toutes ces activités-là me définissaient. Donc, j'ai dû replonger à l'intérieur de moi pour dire, OK, mais la vie existe encore, je fais quoi? Je fais quoi? Je suis qui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, de plonger à l'intérieur de moi, pour moi, disons, globalement, pour faire une explication simple, le zen, pour moi, c'est ça. Donc, de plonger à l'intérieur de moi, puis de voir qu'est-ce qui se passe pour finalement réémerger après, puis devenir une guerrière différente, finalement. Donc, combattre pour les bonnes choses, combattre pour qui je suis vraiment de manière authentique, ou en fait, pour mes désirs authentiques et non pour les désirs de mon ego. Pour moi, ça, c'était une révélation. C'est beau d'entendre parler enfin, de t'entendre parler de ça, puisque juste à côté de toi, je vois effectivement le symbole du yin et du yang, et qui finalement fait complètement référence à ce que tu dis, le guerrier complètement incarné par l'action et par l'énergie yang, qui crée, qui est dans le faire des efforts, qui est dans le sport, dans le courage, il faut faire les choses, et le zen qui en fait regarde à l'intérieur et qui, comme tu l'as dit, il me semble, dans ton podcast, qui écoute, qui est dans la réception plutôt que dans l'action. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous, finalement, j'allais dire, dans les premières années de notre vie, mais pas forcément, ça dépend des chemins de vie, mais on peut se faire souvent happer par cette espèce de, comment dire, d'énergie où il faut être dans le faire tout le temps, le faire au boulot, dans le sport, etc., complètement dans la perf, jusqu'à en oublier effectivement, en fait, mais il se passe quoi à l'intérieur de moi? Et il n'y a pas juste que le faire, effectivement, il y a tout ce que ça fait émerger en moi, en fait. Mes doutes, mes peurs et ma perception de la situation et comment justement je peux faire évoluer ça. Et l'équilibre des deux qui est juste, je pense, le challenge d'une vie. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à justement à cet équilibre? Est-ce que tu te vois quand tu le perds, justement? Est-ce que c'est beaucoup plus facile de revenir à cette zone du milieu qui est une zone, on va dire, c'est un peu la zone ultime qu'on cherche tous? Ouais, ouais, c'est une maîtrise, puis c'est une attention de tous les instants, hein. C'est vraiment une attention de tous les instants. Puis c'est là quand, à un moment donné, on prend la responsabilité de le faire, parce que c'est un travail, c'est un travail. Des fois, c'est euh, quand j'agis, quand est-ce que c'est le temps de forcer? Quand est-ce que c'est le temps de persévérer, hein, parce qu'on parle beaucoup de persévérance, puis c'est important, la persévérance. Donc, quand est-ce que c'est le temps de persévérer, puis quand est-ce que c'est le temps de lâcher prise? Et ça, tu l'as mentionné, puis c'est vrai dans ce qu'on apprend dans notre société, c'est qu'il faut persévérer, il faut travailler fort, il faut continuer, il faut jamais lâcher, il faut jamais abandonner. Donc,
on a beaucoup de difficultés avec le terme du lâcher-prise parce que c'est mal vu, en fait. Mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est une question qui est quand même assez complexe, mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'il y a une différence entre persévérer et s'acharner. Donc, à un certain moment, on persévère, puis si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ben de prendre un moment, puis c'est là que moi, la vie m'a fait un stop, un vrai stop, il m'a obligé. Mais est-ce que, puis j'ai eu, comme je l'ai dit, un burn-out à 20 ans, un épuisement à 20 ans, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, mais est-ce que je dois laisser la vie toujours me dire quand est-ce que c'est le temps de faire le stop? Ou est-ce que moi, je peux devenir autonome dans tout ça puis apprendre à le faire moi-même? Est-ce que moi, je peux m'aimer suffisamment à certains moments pour dire, OK, c'est assez? Puis on voit qu'est-ce qui se passe. C'est pas d'arrêter. C'est pas de dire, ah non, ça n'a pas fonctionné, c'est fini. Non. Est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce qu'en ce moment, il y a une raison pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui... pourquoi est-ce que je suis aussi frustrée que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est si grave que ça? Quel est le besoin en ce moment? Quel est mon besoin? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi que ça fonctionne? Donc, personnellement, je suis beaucoup dans cette... Pardon. Personnellement, je suis beaucoup dans cet équilibre, cette recherche d'équilibre en ce moment de vraiment savoir, OK, mais je dirais que dans les dernières années, j'ai vraiment exploré les deux extrêmes. À un certain moment, je me suis même retirée. Et là, vraiment, je suis allée dans le zen. Je me suis dit, pour trouver l'équilibre, il faut aller dans les extrêmes. Donc, je me suis retirée. Puis même, depuis quelques mois, en fait, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va revenir. Mais je me suis retirée. Puis je me suis dit, je vais vraiment m'arrêter. Vraiment, 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 jusqu'au point où je deviens extrêmement inconfortable, puis ça me fait peur même de m'arrêter. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui bouille puis qui a envie d'aller pour essayer de voir en fait qu'est-ce que ça m'indique tout ça, puis voir est-ce que c'est une peur, un besoin qui m'incite à avancer ou est-ce que c'est un désir authentique, quelque chose qui vraiment me fait plaisir, quelque chose qui me tente. Donc maintenant, c'est beaucoup la, l'observation de qu'est-ce qui m'incite à agir. Et moi, j'ai découvert dans mon expérience à moi, dans ma personnalité à moi, parce que c'est différent pour chacun, mais dans ma personnalité, j'ai réalisé qu'à certains moments, quand je me sentais très stimulée à agir, c'était souvent pour peut-être parer à quelque chose qui pourrait se produire, qui pourrait être désagréable pour moi. Donc ça, c'est mon côté analytique et rationnel. Mais pour une personne qui est un petit peu plus émotionnelle, des fois, elle va se sentir poussée à agir, mais ça va être pour s'assurer qu'une personne, que quelqu'un d'autre va être content ou que quelqu'un, ça va plaire à quelqu'un ou que ça va pas déplaire. Donc, on a tous nos façons. Une personne qui est plus instinctive va agir des fois, mais pour éviter en fait, pour s'assurer qu'elle va concrétiser son but. Donc, des fois, puis à un certain moment, peut-être que le but pourrait être autre. Donc, c'est juste être observateur de tout ça. Puis quand ça ne fonctionne pas, de cesser de s'acharner, puis de juste revenir à l'intérieur, puis voir qu'est-ce qui se passe. Et selon toi, ça me fait avoir une question, parce que la France est quand même assez, on va dire, sur plein de points, assez en retard par rapport au Canada ou aux États-Unis sur tout ce qui est sujet de préparation mentale. La préparation mentale, c'est quand même comment dire, la dynamique, c'est justement d'arriver à s'observer et à se connaître. C'est regarder quand même beaucoup à l'intérieur, c'est développer évidemment des stratégies, des habiletés mentales pour pouvoir performer. Mais il y a énormément forcément de connaissance de soi et de retour à l'intérieur, de prise de conscience et du coup de ralentissement. Accepter de ralentir, de se focaliser sur soi pour pouvoir justement donner le meilleur de soi-même dans l'action. Euh, Qu'est-ce qui fait que selon toi, alors je ne sais pas si c'est lié, hein, là c'est vraiment une réflexion, certains pays sont peut-être encore un peu je sais pas, frileux par rapport à la préparation mentale et peut-être, je sais pas, le fait de ralentir. Est-ce que tu sens que, par exemple, les Canadiens, les Québécois ont plus de facilité à, en fait, tout simplement se regarder? Je sais pas, c'est juste un questionnement que j'ai. Mais tu vois, moi, j'ai eu un peu le même questionnement il y a quelques années, puis comme je rapporte tout à mon modèle, c'est ma façon de Ouais. réfléchir les choses, euh, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on avait souvent une culture allié avec un centre d'intelligence. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un centre d'intelligence qui était plus valorisé dans certaines cultures que les autres. Et ça nous donne une couleur. Donc,
comme dans une équipe, on a besoin de tout. J'imagine que sur la planète, on a besoin de tout aussi. Puis, ce que j'ai remarqué, je vais donner mon hypothèse, mais j'ai remarqué que, juste un petit instant, mon ordinateur va, Pas de souci. voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, aux États-Unis, j'ai remarqué une culture qui était beaucoup plus conquérante. Hein, l'entreprise, la business, le succès, le résultat, l'efficacité aussi, c'est beaucoup dans l'instinct et ça. Donc, une culture qui est beaucoup plus instinctive. Au Québec, je vais mentionner le Québec parce que Québec, le Canada, on a quand même des cultures qui sont un petit peu différentes. Il y a des tendances, bien évidemment, on est un pays, mais c'est quand même assez différent. Donc, au Québec, je trouve qu'on a une culture qui est plus héros. Donc, Ok. très centrée sur le bien-être, le développement personnel, souvent on dit de nous, quand je parle avec des gens en France, souvent on dit de nous qu'on est un peu trop gentil des fois, qu'on s'affirme pas trop. Donc, c'est un peu l'image qu'on va avoir, mais ça, c'est une culture qui est un petit peu plus émotionnelle. Et je le vois dans le sport parce que quand moi j'ai eu une équipe, l'équipe masculine que j'ai coachée, en fait, on avait des gens qui venaient d'un peu partout. J'avais des joueurs des États-Unis, j'avais des joueurs du Canada anglais, j'avais des Québécois, bien évidemment, j'avais des joueurs français aussi. Donc j'ai pu observer ces dynamiques-là et on le voyait très, très clairement à l'intérieur de l'équipe. Et la culture française, selon moi, est beaucoup plus architecte. Donc les structures, les procédures, les diplômes, les compétences, c'est très valorisé. Donc, il n'y a pas de jugement dans tout ça, mais c'est juste des tendances qu'on a. Et dans mon modèle, si je ramène au modèle, ce que j'ai voulu faire, en fait, sur le cercle, il y a 6 aptitudes. Donc, on a les 3 profils, le profil émotionnel, instinctif et rationnel. Mais autour de ça, on a aussi des aptitudes mentales. Donc, il y a 6 aptitudes mentales qui viennent interagir. Donc, j'ai mon profil, ma préférence. Puis après ça, j'ai des compétences. J'ai développé au fil du temps des compétences mentales. Il y en a 2 qui sont instinctives, 2 qui sont rationnelles, 2 qui sont émotionnelles. Il y a 3 compétences qui sont plus à gauche du cercle et 3 aptitudes qui sont à droite du cercle. Le cercle, je l'ai divisé un peu plus tôt en haut et en bas. Donc, on avait notre guerrier en haut, l'action, puis on a notre zen en bas qui est plus dans la réception, plus l'intérieur, l'état d'esprit, l'inconscient. On peut aussi diviser le cercle en 2, de gauche à droite. La partie gauche, c'est la tâche, la performance dans la tâche, puis la partie droite, c'est la performance dans la relation. Donc, dépendamment où on se situe dans le cercle avec notre état d'esprit, les centres d'intelligence préférés, bien, soit on a une tendance à vouloir performer un petit peu plus dans la tâche, ou on va avoir une tendance à vouloir performer un petit peu plus dans nos relations. Et les aptitudes se divisent aussi 3. Donc, il y en a 3 qui sont liées à la tâche, puis il y en a 3 qui sont liées à la relation. Et quand je parle des 2 moitiés de cercle, ce que j'ai commencé à introduire dans la dernière année, c'est l'expérience optimale. Donc, ce qu'on veut, nous, l'expérience optimale, cette expression-là, c'est Mihai Csikszentmihalyi qui a étudié le flow. C'est lui qui utilise cette expression-là dans son livre sur le flow, en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'expression. L'expérience optimale, on pourrait dire que c'est la réalisation de soi. On pourrait dire que c'est le bonheur. Donc, on peut le voir comme on veut. Mais l'expérience optimale, l'équilibre, ce à quoi on aspire, en fait, en tant qu'être humain, serait composé de 2 aspects. L'accomplissement de soi, donc accomplir notre potentiel, ce qui est lié à nos capacités, à la tâche, à la performance. Performance dans le sport, ça fait partie. Performance dans notre entreprise ou dans notre travail au niveau professionnel. Et à droite, on parle d'épanouissement. Donc, l'expérience optimale, ce serait s'accomplir et s'épanouir. Donc, on veut les deux. Et tout cette introduction, en fait, s'épanouir, si je veux juste le préciser un petit peu, s'épanouir, c'est lié à nos relations, c'est-à-dire notre relation à ce qu'on fait, notre relation à soi, notre relation aux autres, notre relation à ce qu'on fait. Donc, tout ce qui est relationnel. Donc, est-ce que moi, je profite de mes expériences? Je peux m'accomplir, je peux être extrêmement performant dans mes tâches, dans ma vie professionnelle, dans mon sport, je peux être très performant. Il est possible que j'en profite pas. Il y a des athlètes qui me disent des fois, mais j'ai juste hâte que ce soit terminé la compétition, mais j'espère que je vais gagner. Donc, je veux m'accomplir, mais je suis pas en train de m'épanouir. Et c'est pour ça que des fois, on va accomplir beaucoup de choses dans nos vies, puis à un certain moment, on a l'impression d'être complètement vidé. Parce qu'il n'y a pas eu d'épanouissement, il n'y a pas eu on n'a pas profité de nos expériences. Donc, profiter de nos expériences, c'est s'épanouir dans ce qu'on fait, mais c'est aussi avoir une relation épanouissante avec soi, donc une relation bienveillante avec soi, puis c'est aussi avoir une relation épanouissante avec les autres. Donc,
Tout ça pour dire que j'ai développé les 6 aptitudes et je les ai placées dans le cercle avec les 2 aspects, s'épanouir et s'accomplir, pour justement mieux comprendre cet aspect-là. Ce que tu me mentionnes là, pour moi, c'est que j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'il y a un grand focus. On va faire une hypothèse, hein? Disons, dans ta culture, il y a un grand focus sur l'accomplissement, mais il y a un oubli de l'épanouissement. Puis on ne sait pas exactement, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est quoi s'épanouir dans ce qu'on... C'est quoi profiter de ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être bien avec soi-même? Donc, c'est comme s'il y avait moins de contact au niveau relationnel. Mais du côté du Québec, ce qu'on ressent beaucoup, c'est quand je dis le mot performance, il y a des gens qui sont comme ça, là, qui me disent, je veux pas entendre parler de performance. L'accomplissement, c'est dangereux. On est tellement dans le développement, puis dans l'épanouissement, puis dans le bien-être, qu'on refuse de parler de l'accomplissement. Pourtant, ça fait partie de l'être humain. On a des talents, on a des dons. Puis, à quelque part, on veut être capable de les mettre en œuvre. C'est peut-être le mot qui dérange, mais c'est juste pour montrer un petit peu, on a souvent un focus, on a souvent une tendance, puis à un certain moment, ce qu'on veut, c'est tout simplement être capable de réunir les deux sans nécessairement juger l'autre partie. Hein, c'est encore le guerrier zen, mais c'est d'autres choses. Donc, comment est-ce qu'on peut réunir ces parties-là, puis être capable de, en fait, de m'accomplir dans mes dons, dans mes talents, et c'est là que des fois, ça pose problème parce que quand c'est l'accomplissement à tout prix, ben, des fois, c'est de vouloir réussir, même si je ne suis pas dans ma zone d'excellence, même si je ne suis pas en train de faire exactement ce qui est le plus naturel et spontané et facile pour moi. Donc, c'est là que ça crée des difficultés à profiter aussi. Donc, si je commence à développer une relation plus bienveillante avec moi-même, il est possible que je commence à être capable de m'accomplir dans ma zone d'excellence aussi. Et de revenir au cercle et de voir qu'en fait, tout se relie et que ça me fait beaucoup penser au plaisir, à la performance. C'est effectivement quand je fais, comment je me sens. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier, en fait. Et ce Là, qui le est, ce guerrier qui zen, quand je fais, est comment je me sens? exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, la vie nous pousse, en fait, quand on observe un petit peu, toujours à revenir vers l'équilibre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que depuis quand même pas mal d'années, on tend à venir un peu à votre tendance, justement, qui est peut-être plus propre à votre, comment dire, votre dynamique actuelle. On observe quand même une société qui met de plus en plus, en tout cas, qui est dans une revendication de plus de bien-être, puisqu'on voit de plus en plus de personnes se former au métier de l'accompagnement, de personnes accepter de se faire accompagner, alors qu'avant, bon, je suis pas très très vieille, mais je me souviens qu'avant, on parlait de psy, on parlait de coaching, etc. Alors là, waouh, il fallait voir le regard qu'on avait en face et des fois, on avait l'impression d'être des malades mentaux. Donc effectivement, on sent que ça s'équilibre toujours à chaque fois et qu'on tend à chaque fois vers ça. Donc, et merci pour ton explication. Là. J'aime beaucoup, tu es allé beaucoup dans la profondeur dans tes explications par rapport à ces tendances que les différents pays peuvent avoir. Et je trouve ça toujours super riche. J'ai quand même une question plus perso par rapport à ta vie. Est-ce que tu as déjà expérimenté, est-ce qu'il y a un événement peut-être de ta vie de sportive, d'entraîneuse ou de coach qui t'a vraiment particulièrement marqué et qui t'a peut-être créé une forme de déclic, peut-être marqué entre guillemets dans une expérience peut-être négative, mais qui t'a ouvert un champ énorme derrière. Est-ce que il y a une expérience qui te vient qui a été vraiment fondatrice de qui tu es aujourd'hui ou pas? Une grande question. Je sais pas. Ce qui me vient en ce moment, je sais pas si c'est le moment ou si c'est le Un plus moment. important de ma vie, mais quelque chose qui me vient en ce moment, c'est quand j'ai commencé à entraîner. Ça corrèle un peu avec ce qu'on a dit dernièrement, mais quand j'ai commencé à être coach, j'ai commencé très jeune, en fait. J'ai commencé à coacher à 15 ans. Ouais. Puis, rapidement, mon entraîneur-chef, ben, la directrice du gym, m'a pris sous son aile, a vu mon désir de performance et de haut niveau. À ce moment-là, dans ma tête à moi, c'était les Olympiques et rien d'autre. Donc, j'étais vraiment très, très, très ambitieuse quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé à coacher des jeunes athlètes qui avaient beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. J'avais un petit groupe qui était très, très talentueux. Et
à un certain moment, l'entraîneur-chef m'a amené dans des camps d'entraînement nationaux. Puis, en gymnastique, hein, c'est très compétitif quand même. C'est pas facile de. Je veux dire, ça dépend des sports, hein, mais en gymnastique, il y a tellement de gens qui font de la gymnastique que d'accéder à des niveaux même nationaux, c'est pas facile. Donc, j'étais heureuse d'être là puis de pouvoir voir tout ça. Puis, à un certain moment de ma carrière, en fait, ben, quelques années plus tard, je me suis posé la question parce que j'étais quand même assez militaire dans mes entraînements. J'étais très exigeante. Donc, je voulais performer. J'avais beaucoup de compassion pour mes athlètes. Mes athlètes m'aimaient beaucoup. En fait, des fois, je me demandais un petit peu pourquoi, parce que je me trouvais quand même très exigeante, mais on avait une bonne relation. Puis, je me suis posé la question à un certain moment, jusqu'où je vais? Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à coacher, ça semble drôle à dire, hein, mais à ce moment-là, je me suis dit, si je travaille fort, j'avais un peu mon état d'esprit dans tout ça, si je travaille fort, puis que j'amène exactement les bons concepts au bon moment, puis que je suis très précise dans mon entraînement, que je suis très exigeante, n'importe quel athlète peut arriver à un haut niveau. Donc, moi, dans ma tête à moi, ça dépendait de mon travail. Ça ne dépendait que de mon travail et je devais être performante. Donc, j'étais extrêmement exigeante, je planifiais énormément. Puis à un certain moment, je me suis rendu compte que ça fonctionnait peut-être pas comme ça. Puis j'avais des athlètes qui avançaient plus vite que d'autres. Puis là, j'essayais de comprendre. Puis j'étais un peu difficile, des fois, très exigeante avec celles qui performaient un petit peu moins. Puis à un certain moment, je me suis posé la question, mais jusqu'où est-ce que je peux aller? Jusqu'où est-ce qu'on va pour atteindre un but comme celui-là d'aller aux Olympiques, par exemple? Et là, on dirait que j'ai réalisé, j'étais jeune hein, à ce moment-là, mais j'ai réalisé à quel point la ligne était mince entre, en fait, le pouvoir qu'on avait en tant qu'entraîneur. Puis, puis fallait être prudent avec ce pouvoir-là parce que mes athlètes me suivaient. Mes athlètes étaient jeunes. En gymnastique, c'est très jeune. Puis ils me suivaient. Puis ce que je disais, puis les parents venaient me voir, puis ils me disaient, est-ce que tu peux lui dire à mon athlète, parce que moi, elle m'écoute pas, à mon enfant, est-ce que tu peux lui dire ça, parce que moi, elle m'écoute pas, mais toi, elle t'écoute. Donc, j'ai réalisé à quel point on avait une responsabilité dans tout ça. Puis à un certain moment, ben, en regardant un peu les camps d'entraînement nationaux, je me suis dit, ben, pour moi, ce qui est important, c'est d'utiliser, en fait, j'ai fait un constat, puis j'ai fait un choix. Je me suis dit, je vais utiliser le sport comme un moyen pour aider les athlètes en fait, à se développer sur le plan mental parce que c'est pas quelque chose qui est très concret, la préparation mentale ou le développement personnel. C'est pas quelque chose qui est concret. Mais j'ai réalisé que en faisant du sport, parce que les athlètes avaient tellement la volonté d'atteindre des résultats, ils étaient prêts à modifier des croyances, ils étaient prêts à changer des choses dans leur tête sans nécessairement le dire verbalement. Mais moi, je le faisais à travers mon coaching. Mais ils étaient prêts à se modeler d'une certaine façon dans leur façon de penser pour atteindre ces résultats-là. Donc, je me suis dit, OK, pour moi, le sport va devenir un outil de transformation personnelle et non l'inverse. Donc, c'était une grande révélation pour moi. Puis c'est à partir de ce moment-là, je pense que la préparation mentale a vraiment pris son sens pour moi. C'est fou parce que, alors, j'ai absolument pas évidemment vécu ce que tu as vécu, mais dans le cheminement de pensée, j'ai eu ça en fait au moment où je me suis formée avec toi. Le côté, ce n'est pas juste du sport, mais c'est une porte de Un moyen. développement. En fait, c'est un moyen. Mais comme les relations, comme la vie professionnelle, tout est une porte de connaissance de soi, en fait. Et c'est vrai que le sport, malheureusement, bah, quand on parle de sport, on parle bah, directement de performance, de résultats, etc. Mais ça va tellement plus loin que ça. C'est qu'à travers le sport, on se découvre et je trouve que le sport est particulièrement intéressant parce que sur des périodes de temps très courtes, on vit des palettes d'émotions qui sont, mais c'est des montagnes russes, le sport. On vit des échecs très rapidement. On vit le regard des autres, le jugement. On vit évidemment des réussites. On vit, on va dire, une explosion d'émotions, mais en condensé. Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus une fenêtre intéressante puisque ça peut aller vite. En fait, pour moi, le développement à travers le sport peut aller très vite et on peut se découvrir extrêmement vite si on a les bons outils et si on se fait, je pense, aussi évidemment accompagner puisque ça aide.
d'avoir un regard extérieur et d'avoir une personne qui a les outils appropriés pour justement t'aider à te découvrir et à voir ce qui se passe à l'intérieur pour que tu puisses t'exprimer à l'extérieur comme tu as envie. Donc c'est assez marrant que tu dis ça parce que ça permet peut-être aux personnes de se rendre compte que ce n'est pas juste du sport, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça ouvre en fait sur soi. Et du coup, c'est hyper intéressant. Est-ce que aussi, question aussi personnelle, parce que ça m'intéresse forcément, je prends cette opportunité pour en apprendre plus sur toi. Quel est pour toi la claque aussi, l'échec qui t'a le plus appris? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient et vraiment tu te dis en fait, a posteriori, merci, que tu as vécu sur le moment comme un échec, mais aujourd'hui tu te dis, mais Dieu soit loué, c'était une bénédiction en fait. Oui, dans l'Ultimate, j'ai fait plusieurs camps de sélection en tant qu'athlète. Puis, il y a eu une année où j'en ai fait 3. Ok. Euh, Puis, j'ai été refusée les 3 fois. C'était extrêmement difficile. Mon orgueil, mon ego a été... puis à chaque fois, on me disait que j'avais été vraiment très proche dans l'équipe. Ah, ça c'est Bon, horrible. Ok. est-ce que c'était vrai ou pas? Je sais pas, mais je pense pas que j'étais très loin de la ligne d'arrivée, honnêtement. Euh, et c'est un milieu, le sport en général, hein, c'est pas que dans mon sport, mais en général, hein, c'est un milieu, bon, les gens se connaissent quand on arrive en camp de sélection. Puis il y a une année où, ben, en fait, cette année-là, en fait, plusieurs de mes amis ont été sélectionnés et pas moi. Puis, ben, évidemment, on pense tous ça comme athlète, mais j'étais convaincue que j'avais le même niveau que mes amis ou que j'avais des forces moi aussi. Puis bon, donc on vit, puis je le vois souvent chez les athlètes, hein, on vit des grosses, grosses, grosses déceptions à ce moment-là, des grosses déceptions de rejet. Euh, Personnellement, j'ai eu plusieurs difficultés comme ça parce que, bon, comme je l'ai dit, en gymnastique, j'ai eu des moments de, ben, je veux dire, j'étais forte dans le gym, j'arrivais en compétition, tout le monde passait devant moi. J'ai souvent vécu ça, en fait. Puis aujourd'hui, oui, j'ai de l'appréciation pour tout ça parce que ça m'a donné une empathie et une compassion que jamais je n'aurais eu si j'avais pas vécu ça parce que je sais par où les gens passent quand ils vivent des échecs, je sais ce qu'ils vivent. Et pour moi, dans ce que je fais, ça me donne une très, très grande force de pouvoir comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur des gens, puis aussi d'avoir dû travailler et sur ma gestion du stress et sur mon anxiété de performance et sur mes émotions. Puis à un certain moment, honnêtement, je veux dire, j'étais complètement découragée. Je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je continue? Puis même quand je faisais de la gymnastique, ma mère, à toutes les compétitions, je pleurais ma vie à la fin d'une compétition. Puis ma mère disait, mais arrête, fais plus, arrête ton sport. Pourquoi tu continues de faire du mal comme ça? Mais c'était tout un long cheminement pour moi de, de, de comprendre, en fait, en fait, pour moi, ce que j'ai appris, c'est premièrement ce besoin de réussir puis de gagner était extrêmement fort quand j'étais plus jeune et ayant vécu plusieurs échecs, j'ai dû le regarder parce qu'il y a plusieurs athlètes, puis on a tous un cheminement différent, hein, donc ça dépend de ce que nous, on apporte au monde finalement, mais il y a plusieurs athlètes qui ont un beaucoup de feu, beaucoup de désir de gagner et qui ont beaucoup gagné dans leur vie. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu et j'ai beaucoup perdu dans ma vie. Puis, ça m'a permis de devoir regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'était quoi ce mécanisme, ce besoin de gagner puis de performer. Puis c'est sûr que l'apogée de ça a été ma commotion. Puis, puis à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment dû regarder tout ça puis dire, OK, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi de faire, de performer, d'agir, de réussir, d'être reconnu, d'où ça vient ce besoin-là. Donc, et maintenant que je l'ai, en fait, je vais pas travailler, mais regarder, puis apprivoiser, puis même je me suis, en fait, moi je dirais ça,
je pense que c'est pas le bon mot, mais je me suis aimée pour ça, en fait, même pour ces difficultés-là. Euh, Ça me permet maintenant aussi d'interagir dans un milieu de performance, c'est-à-dire des gens comme moi qui sont beaucoup plus du côté de la tâche, donc des gens plus analytiques, des gens plus instinctifs aussi. Donc moi, c'est mes deux centres d'intelligence les plus forts. Puis ça me permet d'être capable d'avoir un langage avec ces gens-là. C'est-à-dire que je suis pas une personne qui est très qui a été longtemps bienveillante envers soi. Au contraire, mais ça me permet de comprendre les gens qui sont dans des milieux de performance très forts et qui veulent gagner, qui veulent foncer, puis d'être capable d'adapter mon langage parce que des fois, ces gens-là vont venir me voir à un certain moment, puis ils vont dire, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, on dirait que je me sens vide, on dirait que la drive est plus la même, puis j'ai les mots. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais j'ai des mots parce que je comprends profondément ce désir de vouloir gagner, ce désir de compétitivité, alors que quand on a une personnalité qui est un petit peu plus bienveillante, un peu plus dans le cœur, ben on a déjà un petit peu plus ça en soi, donc on est très, très loin des gens en ce moment qui sont très, très compétitifs et qui vivent des gros enjeux en ce moment. Donc, maintenant, ben, je suis appréciative de pouvoir travailler avec des gens qui ont une personnalité un peu comme la mienne, puis qui des fois se sentent un peu perdus dans tout ça parce qu'ils disent, OK, mais j'aurais envie d'autre chose, j'aurais envie d'aller du côté de l'épanouissement, mais je ne sais pas comment. Puis moi, c'était mon défi de vie, en fait. Puis j'aurais envie de vouloir lâcher la performance, puis d'être un petit peu plus heureuse, mais je ne sais pas comment. Donc maintenant, je comprends qu'il y a un chemin, puis je suis capable de commencer à l'enseigner. Oui, et puis je pense que quoi qu'il arrive, en tant qu'accompagné, que personne qui sollicite une préparatrice mentale, etc., c'est toujours tellement rassurant de se rendre compte qu'on n'est pas seul, en fait, et que effectivement, il y a des personnes qui ont vécu des échecs, qui nous comprennent et qui peuvent nous dire que les échecs, en fait, ne sont des échecs qu'à travers nos yeux et que c'est souvent, en fait, des opportunités de s'aimer dans l'échec. Et pour s'aimer dans l'échec, il faut vivre des échecs. Donc, c'est hyper finalement apprenant, mais c'est vrai que sur le coup, quand on n'a pas un minimum développé de bienveillance et d'amour de soi, waouh, c'est le bout du monde, quoi. C'est super, super compliqué. Donc, bah, merci de partager ça parce que je trouve que les partages de vulnérabilité sont toujours les partages les plus courageux. Enfin, pour moi, la vulnérabilité, c'est la forme de courage. Enfin, juste de dire, bah là, j'ai échoué et j'en ai appris ça. Pour moi, c'est une forme de courage et de maturité qui est extrêmement belle. Donc merci, merci pour ça. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu as un livre à conseiller euh, qui t'a... Alors, peut-être deux, je sais pas. Est-ce que tu as un bouquin qui voilà, si tu devais, je sais pas, conseiller juste un bouquin dans ta vie, est-ce qu'il y en a un qui ressort, qui t'a appris, marqué, bouleversé, je sais pas. Euh, ben, moi qui m'a beaucoup marqué, mais je sais pas, en fait, c'est un livre en anglais. Oui. Il m'a beaucoup marqué à ce moment-là, mais c'est vraiment un coup de cœur. Je sais pas, en fait, comment les gens peuvent le percevoir. Mais le livre s'appelait The Art of Mental Training. Ok. Il me semble que c'est ça. Euh, de Gonzalez, DC Gonzalez, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un tout petit livre, en fait, qui évidemment, ça va un peu avec le guerrier zen, mais c'est quelqu'un qui a un mentor, un sensei. Puis, il y a une discussion tout au long du livre. Puis, en même temps, on parle de préparation mentale. Donc, moi, ça m'a beaucoup ouvert, ce livre-là. J'ai beaucoup aimé. Celui qui a été vraiment mon point de départ de préparation mentale, c'était Le golfeur et le millionnaire de Mark Fisher, je crois. Euh, et moi, en fait, il m'a permis de comprendre. Je vais me permettre, je vais prendre une petite minute pour juste raconter le petit bout que j'ai aimé, mais qui est connu. En fait, je pense dans le milieu du golf, est connu, mais à l'extérieur de ça, je ne sais pas. Mais en fait, c'est que moi, à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'avais des enjeux d'anxiété de performance et je contre-performais sous pression. Et j'ai lu le livre et dans le livre, c'est un golfeur qui a, je crois, si je me souviens bien, ça fait longtemps, mais qui a toujours voulu devenir professionnel. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Qui rencontre un millionnaire. Le millionnaire a un terrain de golf chez lui et qui dit, viens chez moi, viens frapper des balles un peu chez moi. Et le golfeur se rend chez le millionnaire et frappe des balles et
en bon architecte, il frappe 100 balles exactement de la même façon, exactement sur la même cible. Donc, il répète la même action plusieurs fois. Il devient extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Et le millionnaire l'observe et fait, ah, intéressant. Et là, il dit, ben, je vais te faire un exercice si tu veux. Et si je me souviens bien, je le raconte vraiment de manière approximative avec ce que je me rappelle. L'histoire est peut-être pas exactement comme ça, mais c'est l'essence. Il va placer la balle, si je me souviens bien, à 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres du trou, à une certaine distance du trou. Puis, il va dire au golfeur, une distance que le golfeur maîtrise parfaitement. Et il va dire au golfeur, si tu réussis, je te donne un certain montant d'argent. Donc, disons, je te donne 1 000 $, 1 000 € si tu réussis. Et là, le golfeur, il fait, ah, OK. Mm. Il y a un petit enjeu, hein? Il y a de l'argent soudainement. Donc, il y a des petits papillons, hein, à l'intérieur de lui, un petit stress, mais il fait, ah, OK. Finalement, il frappe la balle, tout va bien, la balle va dans le trou. Finalement, le golfeur, après ça, est-ce qu'il éloigne la balle? Je me souviens pas. Je pense qu'il éloigne la balle. Donc, je pense qu'au début, il la met un peu plus près, puis après ça, il l'éloigne un peu. Puis il dit, OK, maintenant, je te donne 10 000 € si tu réussis, ou 10 000 $ si tu réussis. Là, le golfeur commence à réfléchir un peu plus longtemps. Ça reste une distance qui est facile, hein. Je pense que la première, c'est peut-être 1 mètre, la deuxième, 2 mètres. Donc, ça reste une distance qui est quand même acceptable pour le golfeur, en fait, qui maîtrise très, très bien. Mais là, il commence à réfléchir un peu plus aux conséquences. Wow, 10 000 €, 10 000 $. Il devient un peu plus stressé, un peu plus nerveux, un peu plus contracté. Ça prend un peu plus de temps avant qu'il frappe la balle. Finalement, il frappe la balle, puis il réussit. Et le golfeur la place à un troisième endroit, puis il monte à 100 000 $ ou à 100 000 €. Et là, le nombre de pensées qui passent dans la tête du golfeur avant qu'il puisse frapper la balle, je me souviens même pas s'il l'a frappé, mais tu comprends un peu l'histoire. Tu comprends? Finalement, moi, j'avais jamais compris ça. En fait, c'était la première fois que je comprenais, OK, il y a différentes façons de s'entraîner. Je suis pas obligée de m'entraîner en faisant toujours la même chose. Et si je m'entraîne avec un enjeu, ça change les choses. Et c'est là que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai commencé à changer ma façon d'entraîner mes athlètes aussi. J'ai commencé à leur faire travailler tout ce qui était des enjeux, puis de la pression, puis du stress à l'entraînement, au lieu d'attendre en compétition pour le vivre finalement. Donc, le livre m'a marqué pour ça parce qu'il il a vraiment été un point de départ de ma réflexion sur comment est-ce qu'on peut entraîner les athlètes. Et je le vois encore quand je travaille avec des entraîneurs. Puis si je sors du sport, c'est la même chose. Si j'ai une présentation à faire, si j'ai une conférence à faire, il ne s'agit pas juste de travailler très fort sur mes diapos ou sur mon PowerPoint. C'est est-ce que je peux m'entraîner à avoir une audience? Est-ce que je peux m'entraîner à la préparer sous pression? Est-ce que je peux la faire à l'envers? Est-ce que je peux la faire rapidement sans mes notes? Est-ce que je suis capable? Est-ce que il y a toutes sortes de façons de s'entraîner. En sport, c'est la même chose. Donc, depuis ce temps, j'intègre ça. Puis quand je travaille en préparation mentale avec les gens, ben, on regarde qu'est-ce qui te stresse. Parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le mettre dans ton expérience avant que la situation se produise? Créer une forme d'immersion avant le moment fatidique, en quelque sorte, pour entraîner le cerveau à déjà euh, ressentir une forme d'apaisement, peut-être de sérénité, pour que justement, dans le moment fatidique, il soit à même de performer de la bonne façon. C'est ça? Ouais, c'est ça. Puis d'être capable vraiment de trouver des façons de se projeter dans la situation. J'ai lu un livre, Antoine de la Garandrie, j'en parle souvent, mais c'est un gros livre, c'est pas facile à lire quand même. Mais les ouvrages d'Antoine de la Garandrie, il parle de l'apprentissage et une chose qu'il dit, de comment est-ce qu'on apprend, et une chose qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui ont une tendance à se projeter dans l'action, donc ils vont se projeter dans une situation la situation sous pression, ils vont s'imaginer dedans, puis ils vont performer dedans. Ça, c'est nos conquérants un petit peu plus, nos états d'esprit plus instinctifs. Naturellement, comme ils sont un peu plus dans la combativité, ils vont avoir tendance à se projeter dans le combat, puis ils vont s'imaginer, puis ils vont se voir un peu relever des défis. Et ça va leur permettre, quand ils vont arriver dans une situation, ils vont être déjà prêts. En fait, ils vont l'avoir déjà imaginé. Ça, c'est la visualisation en préparation mentale. On le fait en préparation mentale, mais ça se fait dans tous les domaines. Comme tu dis, hein, on n'a pas nécessairement l'habitude de faire la transposition ailleurs, mais c'est important. Puis, par contre, les autres états d'esprit ont moins tendance à le faire. Donc, l'état d'esprit architecte a tellement tendance à vouloir travailler sur le détail qu'il ne se projette pas dans la situation, donc il n'imagine pas nécessairement. En fait, il ne va pas nécessairement se faire vivre. Moi, personnellement, quand j'étais à l'entraînement, je me serais pas fait vivre ce que le golfeur a vécu, en fait, parce que j'aurais été en échec.
je l'aurais peut-être pas eu, j'aurais vécu du stress. Puis comme je me disais, plus mon entraînement est parfait, plus il y a de chances que ma compétition soit parfaite. Ben, je voulais pas me faire vivre des entraînements imparfaits. Donc, je m'assurais que mes conditions soient parfaites. Donc, puis l'état d'esprit héros va avoir moins tendance à se projeter dans ces défis ou dans la situation. Donc, ce que Antoine de la Garandrie disait, c'est que dans l'apprentissage, même au niveau des jeunesses, au niveau des enfants, ben, des fois, de se projeter dans la situation d'examen, de s'imaginer, je suis dans la classe pendant que j'étudie mes leçons, en fait, pendant que j'étudie la matière que je dois étudier, d'imaginer que je suis dans une classe et que je fais un examen, ça peut faire toute la différence sur comment est-ce que je vais performer dans mon examen, parce que si je l'ai appris parfaitement avec ma mère, avec mon père, par chez moi, dans ma chambre, et que j'arrive à l'examen et soudainement, il y a un stress, il y a des bruits, il y a des gens, il y a le professeur en avant, puis il y a des choses qui changent, bien, il est possible que pour moi, ça change tout au niveau de ma capacité à compléter mon examen, même si je savais tout par cœur. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que la visualisation, souvent, quand on entend ce mot, comment dire, on l'associe un peu à tu dois visualiser tes réussites et absolument toutes tes réussites, il faut que ce soit parfait. Et on ne pense pas à créer des autres scénarios de visualisation pour s'adapter à d'autres formes de scénarios, à des choses qui peuvent se passer, je ne sais pas, un arbitre qui siffle à un moment et qui provoque je ne sais pas quelle situation, enfin des choses incontrôlables. Et la visualisation, excuse-moi, d'après ce que je comprends de tes propos, c'est que on peut vraiment, vraiment la façonner pour justement, comment dire, que n'importe quel scénario soit appréhendé avec le plus de paix et de sérénité possible. Et que voilà, c'est pas un outil juste pour on se voit performer, c'est parfait, etc. On peut vraiment, vraiment s'en servir d'une façon plus poussée, en fait. On peut s'en servir pour tellement de choses. En fait, la visualisation, c'est notre imagination. Donc, on peut l'utiliser pour effectivement se projeter dans des situations qui pourraient être des défis pour nous, puis s'imaginer relever les défis, vivre les émotions qui viennent avec ça pour tranquillement on va dire, désensibiliser. Je ne suis pas sûre que j'aime le terme, mais en tout cas, être capable de mieux composer avec la situation. On peut l'utiliser aussi pour imaginer des belles choses, m'imaginer à la plage, puis juste me sentir mieux dans le moment. Je peux l'utiliser pour imaginer des stratégies. Donc, l'état d'esprit architecte, c'est souvent ce qu'il va faire. Donc, je peux imaginer mes stratégies aussi. Je peux l'utiliser en fait, je peux l'utiliser, par exemple, j'ai eu une athlète en gymnastique. À un certain moment, on était en compétition et soudainement, elle est devenue très, très stressée. On s'en allait à la poutre. Donc, ce que j'ai fait avec elle, c'est qu'on a pris un moment, puis on s'est imaginé dans le gymnase. Donc, on a positionné ensemble. J'ai dit, OK, maintenant, on a un miroir dans le gymnase. Il est où le miroir? Donc, la poutre est ici, les juges sont là. Maintenant, on oublie les juges. Donc, les juges disparaissent. On va voir le miroir. Le miroir est juste là. Habituellement, quand tu fais ta routine, moi, je me positionne ici. Donc, quand tu vas faire ta routine, pendant la compétition, je vais aller me positionner, juste pour que tu sois capable de t'imaginer dans le gymnase. Donc, elle a fait sa compétition en imaginant qu'on était dans son gymnase d'entraînement et non en compétition. Et ça a très, très bien fonctionné. Mais pour ça, il faut être capable d'entraîner notre imagination. On peut imaginer ce qu'on veut. Donc, la visualisation, effectivement, peut servir pour beaucoup de choses. Est-ce que tu as des tips que tu pourrais donner très rapidement à des personnes justement qui comment dire, ont tendance à aller dans des zones de stress assez intenses, par exemple en compétition, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, chez toi, euh, fonctionnent particulièrement, des petits tips peut-être originaux? Des fois, il y a des choses qui sont assez drôles, en tout cas qui sont assez propres à nous, hein. On a tous nos manières de pallier aux situations. Est-ce que tu aurais des petits conseils en termes de gestion du stress à donner? Ben, une chose c'est sûr que ce qu'on a mentionné pour la gestion du stress, les deux éléments qui fonctionnent très, très, très bien pour les gens qui vivent donc de l'anxiété de performance, vraiment des stress élevés, qui ont de la difficulté à composer avec les situations sous pression. Euh, bon, justement, intégrer dans le quotidien des éléments qui ont tendance à nous stresser parce que les environnements changent. Je pense par exemple j'avais une athlète en CrossFit avec qui j'ai travaillé qui qui s'entraînait d'une certaine façon, mais quand elle devait se préparer pour les compétitions, elle devait envoyer des vidéos de ses entraînements. Et là, soudainement, l'apparition de la caméra, pour elle, ça changeait tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pendant l'entraînement, on a appris à mettre une caméra. On s'est habitué à la caméra. Donc, vraiment amener dans l'environnement des éléments, comprendre ce qui nous stresse, puis l'amener dans l'environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer, qui va tout changer. Puis l'autre élément,
c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qui me fait réellement peur. De quoi j'ai peur en ce moment. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand on est stressé, on, on veut tellement réussir. Le stress, en fait, c'est qu'on veut tellement réussir qu'on ne veut pas envisager l'éventualité de l'échec. Donc, on fait tout, on met tout en œuvre ce qui est possible pour s'assurer que ça va bien se passer. Donc, c'est là qu'on peut devenir, même si on va à l'extrême, on peut devenir avec des tocs, hein, les choses doivent être positionnées comme ça. Donc, je dois vraiment, ou j'ai des superstitions, je dois porter ce chandail-là. Donc, il y a des choses qui doivent être placées dans notre routine de manière absolue pour s'assurer que ça va bien fonctionner. Donc, on essaie de tout contrôler pour s'assurer qu'on ne perdra pas le contrôle nulle part. Donc, ce que moi, je fais souvent, c'est OK, si jamais on perdait le contrôle, puis ça se passe pas, puis qu'on réussit pas, qu'est-ce qui va arriver? Et de prendre le temps de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça change tout. Ça change tout parce que souvent, on ne se l'est pas posé la question. Pour les gens qui sont très, très, très stressés, on ne s'est jamais posé la question. Puis souvent, quand je pose la question à quelqu'un, là, on dirait que j'ai quelque chose en tête qui veut revenir, mais ça ne me revient pas. Euh, il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que j'ai l'entrevue, il faut absolument que je réussisse la compétition, que je me qualifie pour la prochaine compétition. OK, maintenant, on va prendre un moment, puis on va juste se poser la question. Le but, c'est pas de se faire peur, mais qu'est-ce qui va arriver si on réussit pas? Et souvent, quand on se pose réellement la question, je vois les épaules qui tombent. Ouais, Il y a complètement. quelque chose soudainement qui vient de quitter. Parce que Ouais. là, soudainement, on fait Wow! Ben oui, ça va être désagréable. OK. Mais il n'y a pas de danger. Et là, cette compréhension-là soudaine, parce que dans notre cerveau, il y a un mécanisme, hein, l'amygdale, qui va vraiment allumer le système d'alarme puis dire, OK, il y a un danger, mais ça, c'est parce que notre cerveau, il fait la comparaison entre la situation actuelle puis le concert de piano que j'ai donné quand j'étais plus jeune, puis où est-ce que je me suis fait prendre par surprise et il dit danger, 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 tu veux pas arriver dans cette situation-là. Mais là, maintenant, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je m'arrête, puis je me pose la question, qu'est-ce qui va arriver si j'oublie ma partition? Ben, je pourrais redescendre de la scène, dire aux gens, je suis désolée, j'ai oublié ma partition, puis quand ça va me revenir, je vais remonter. Je pourrais faire ça. Quand j'avais 10 ans, j'avais pas cette ressource-là, j'avais pas cette maturité ou cette capacité de me dire je pourrais faire ça. Puis je l'avais pas préparé non plus, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je vais perdre mon intégrité? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je suis en danger? Non. Mon ego va être un petit peu, va être un petit peu je vais être un peu inconfortable, mais c'est tout. Donc, soudainement, il y a une compréhension que ce n'est pas dangereux, c'est simplement désagréable. Et que l'inconfort, je peux le gérer, pour le coup. Exactement. Puis après ça, effectivement, l'étape suivante, c'est si ça arrive, OK, c'est vrai que c'est pas un réel danger, c'est pas dans tous les cas, mais dans plusieurs des cas. Puis après ça, ben, maintenant, comment est-ce que je vais le gérer? Est-ce que j'ai un plan pour la gérer, la situation? Puis à partir du moment où j'ai un plan B, si on veut, si Ouais. jamais ça se produit ou ça se produit pas, voici comment je vais gérer la situation, ben, ça me donne de la confiance. Ça me donne de la confiance, puis je vais être capable d'être beaucoup plus libre ou relax, disons, dans ma performance. C'est un exercice que je trouve, pour moi, c'est un des plus puissants, effectivement. C'est d'aller tirer le filon de la peur jusqu'au bout et de voir, effectivement, à la fin, est-ce que je suis en danger de mort? Et est-ce que tous mes mécanismes qui sont grégaires ont raison? Est-ce que je suis pas dans une illusion du danger? Effectivement, c'est un exercice que je conseille souvent, de même limite de mettre par écrit, pour Oui, vraiment l'extérioriser et de voir que effectivement ça va, c'est OK. Au pire, ça va. Donc c'est ça. merci, ouais, merci pour tout en fait, pour tous tes apports. J'ai quand même une dernière question après je te laisse, mais c'est une question un peu fun que j'aime beaucoup poser, mais ça dans la vie de tous les jours, un peu pour connaître les gens. Je sais pas pourquoi c'est une question que j'aime beaucoup poser assez régulièrement voilà, pour un petit peu approfondir. Et je suis toujours curieuse des réponses. C'est si jamais tu avais un dîner à organiser et tu pouvais inviter trois personnes, personnalités publiques, personnalités dans ton cercle, etc., même des personnes décédées, pour passer un bon moment.
est-ce que tu as des idées de 3 personnes justement à inviter et avec qui tu dirais, ouais, là, ça pourrait être vraiment sympa. Moi, je vais être capable de répondre à ta question. Il y a personne qui te vient? Ben, c'est pas qu'il y a personne, en fait. C'est drôle, là, tu vois. Là, je rentre dans mon zen, là. J'essaie de voir pourquoi est-ce que je suis pas capable de répondre à cette question-là. Euh, S'il y a rien qui vient, c'est pas un souci, hein. non, mais je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que ça me vient pas. Euh, je dirais que il n'y a rien d'extraordinaire qui me vient en tête. Je pense que Ok. 3 amis proches, tout simplement. Une Je pense réponse. que ouais, je pense que les gens avec qui je suis le plus confortable, c'est vraiment les gens, les quelques personnes de qui je suis très, très proche. Je suis une personne qui est quand même très introvertie dans la vie et j'aime beaucoup, 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 beaucoup la solitude. J'aime les gens, mais j'ai énormément besoin de temps seul. Donc, peut-être pour ça que c'est pas si naturel de répondre à la question, mais sinon, c'est ça. Il y a quelques personnes qui sont proches de moi dans la vie, puis je pense que ça serait que ça. C'est une réponse parfaite et en plus super puisque c'est des personnes que tu connais. Donc c'est top. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où on pourrait te retrouver pour les personnes qui voudraient un petit peu en savoir plus sur toi et tes actualités, voilà, comment on peut te contacter, etc. Oui, ben en ce moment, comme je l'ai dit, je suis un peu moins active sur mon site, mais il y a des choses qui s'en viennent pour 2024. Tout est en préparation. Mais sinon, j'ai mon site guerrier-zen.com et l'application, si jamais les gens ont envie de connaître leur profil, en tout cas avoir un aperçu. Si jamais on veut aller plus en profondeur, on peut aller avec un coach 3S, mais l'application s'appelle Guerrier Zen, donc c'est pas difficile de la trouver. Elle est disponible sur iPhone, Android. Puis après ça, ma chaîne YouTube Guerrier Zen. Donc, c'est les 3 endroits où on peut me rejoindre. Ok, ben, je mettrai toutes les infos en bas et merci infiniment pour ce moment, Guylaine. C'était super, toujours super riche. Donc merci pour tout. Et voilà, j'espère que, et je suis même sûre que ça aura pu apporter beaucoup de choses aux personnes qui vont écouter. Donc voilà. Est-ce que tu avais une dernière chose à dire? Bah, Ben, je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné ce beau moment puis cette belle discussion. Je trouve que tu es tellement authentique, c'est facile d'échanger avec toi. Je te remercie pour ton ouverture. merci pour tout et je te dis à très bientôt. Je vais juste couper l'enregistrement.